En ce qui concerne vous m'avez rendu un grand service car vous avez déjà donné à peu près qui était le père Boimard. Je rajouterai, je voulais en dire 2 mots sans m'y étendre, puisque je voulais m'étendre surtout sur les questions de sa biographie scientifique. Mais sa naissance, c'est 1916 et sa mort 2004. Le père est rentré chez les Dominicains en 1935. On demande toujours pourquoi il a pris ce nom de Marie-Émile et pas son nom de baptême étant Claude. Il l'a pris en souvenir d'un de ses oncles, qui était le frère de son père, qui était militaire et qui était aumônier et qui est mort sur la bataille d'Italie en 18. Voilà, il a été ordonné prêtre en 43, je crois, à Chambéry, précisément, à Chambéry. Il a fini ses études au Solchoir parce qu'on l'avait déjà pressenti pour des études théologiques, mais il fallait faire des études bibliques, mais il fallait faire tout de même une licence ou un doctorat en théologie, et donc il va au Solchoir. Il arrive à Jérusalem en 45. Il y aura, comme a dit le père Jean-Jacques, il y aura un petit arrêt pour Fribourg, et le père restera ici, retour à Jérusalem en 53, et il enseigne en 40 ans jusqu'en 93. 40 ans d'enseignement. Ce qui décédera en 2004. Ce qui vous a été dit aussi, donc je le répète tout de même, et c'est important pour ce que je vais faire ce soir, quand on regarde la bibliographie de Marie-Émile Boimard, on est impressionné et on se dit je n'y arriverai jamais. En effet, le père les a comptés, il y a 190 notices de livres, d'ouvrages et de publications d'articles très spécialisés. Ça fait quand même un gros corpus. Mais qu'est-ce que je vais faire ce soir? Non pas vous raconter ces 190 notices. Le père Garouti m'a demandé de faire un ouvrage sur la biographie scientifique du père Boimard. Et je suis en train de rédiger ce travail. J'espère bien qu'à la fin de l'année, ce sera fini, c'est bien avancé. Mais une conférence n'est pas un cours. Et une conférence n'est pas non plus de vous raconter mon livre. Ce que je voudrais ce soir, c'est vous faire entrer, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pour les exégètes de métier, ils l'auront déjà fait, mais ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous faire entrer dans l'exégèse, dans l'esprit de Marie-Émile Boimard. Qu'est-ce que c'est que cette exégèse? Très souvent, on en parle, mais quand on fréquente longuement les textes, comme pour beaucoup d'auteurs, eh bien, on voit que c'est beaucoup plus complexe en apparence et assez scientifique. Je vous montre quelques petites photos, là, c'est juste pour vous donner, là, avec le père Deveau. Vous voyez, il est tout jeune. Le voilà, j'aime beaucoup cette photo. Et ma photo préférée est quand même celle-ci. Bien. Alors, pour commencer, je vais, d'une façon, je dirais, pédagogique, voir comment on entre dans le système de Marie-Émile Boimard. Et pourquoi on s'intéresse à cela. Et pourquoi on lit la synopse et le commentaire de Jean et les travaux. Eh bien, je dirais, je fais toujours cette petite expérience, même des fois des cours. On dirait, voilà, apportez-moi un évangile de Saint Jean. On va m'apporter certainement une version de la Bible de Jérusalem ou de la Tobe ou je ne sais quoi. Je dirais non, écoutez, je préférerais que vous me portiez une version grecque. Alors, là, pour la version grecque, on entre tout de suite dans des schémas complexes. Je vais vous montrer 2 exemples. L'édition Tischendorf, avec 8 éditions. Et si Tischendorf fait 8 éditions sur le Nouveau Testament, c'est qu'il y a des questions qui se posent. C'est ça que je voulais vous montrer. Et puis, on prendra aussi
aujourd'hui, on prendra Nestlé Aland, hein, comme vous savez. Mais c'est surtout Westcott et Hott qui vont s'attacher à un manuscrit. C'est toute une histoire, on va en parler, du Vaticanus, qui est le manuscrit, disons, entre guillemets, le plus sérieux. Alors, je vous montre ceci. Pourquoi? Je vous montre ici une photo une scan de Nestlé Aland. Vous avez en haut le texte, que j'ai mis en vert, vous avez dessous un apparat critique. Je vous pose tout de suite la question, les exégètes le savent, bien sûr, mais tout le monde ne le sait pas. Qu'est-ce qui est réel là-dedans? Le texte qui est en vert est un texte construit. C'est un texte construit par des lois, des principes, d'exégèse, des lois exégétiques, des principes, des différentes. Et dessous, donc en haut, c'est construit. Ça n'existe nulle part. Et il faut bien le dire. Quand on dira que Marie-Émile Boimard a créé des documents qui n'existent nulle part. Ce document n'existe nulle part. En revanche, ce qui est dessous, l'apparat critique renvoie à des réalités, des manuscrits et des variantes. On peut aller consulter le manuscrit, il est réel. Donc vous ne pourrez pas m'apporter l'évangile de Saint Jean original comme croyaient Westcott et Hott. Je vous montre ici l'édition de Tischendorf, ça fait encore plus peur. Ici, reprend à 8 fois. Vous voyez qu'en haut, en vert, le texte construit par Tischendorf, qui à la fin de sa vie fait plus confiance au Sinaiticus, et puis tout un apparat de notes qui, elles, sont réelles. Donc voilà, c'était vous montrer la différence du réel et du virtuel. Quelle est, si nous continuons notre recherche, vous me direz, oui, mais moi je voudrais quand même avoir entre les mains quelque chose de réel. Alors je vous dirai, ce qu'il y a de plus sérieux, c'est le Vaticanus. Mais en vous parlant de manuscrits, il y en a d'autres. Il y a le Vaticanus, il y a le Sinaiticus, il y a l'Alexandrinus, et bien d'autres. Plus toutes les minuscules de von Soden, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez choisir? Eh bien, vous allez choisir, vous allez être forcé d'entrer dans un travail d'exégèse. C'est-à-dire, il va vous falloir, bien sûr, c'est un texte très sérieux, mais, et ça va être la première rentrée dans le Boimard, ce codex, qui est le plus beau, le plus sérieux, il est du IVe siècle. Et entre l'Église primitive et le IVe siècle, il y a de la place. Voilà, c'est ça la grande question. Il y a de la place. Donc, les éditions Nestlé Aland, qui sont à la 28e, je crois, eh bien, font confiance, comme le cardinal Martini, plutôt au Codex Vaticanus. Je dis pas que c'est pas sérieux, c'est pas, mais là aussi, il faut retoucher certaines choses et voir les variantes qu'il peut y avoir par rapport à d'autres manuscrits, et surtout, la date. Ce manuscrit est du IVe siècle, il est très certainement, une hypothèse, hein, mais il fait partie très certainement de la collection que l'empereur Constantin avait demandé à Eusèbe de composer 50 Bibles, et donc peut-être aussi le Sinaiticus, certains pensent que oui, certains pensent que non. Toujours est-il que c'est, je ne dis pas très tardif, mais il se trouve que va se poser là-dessus quelques questions. Vous voyez comment se pose le problème. Et maintenant, ce problème du Vaticanus et des manuscrits entre de plein pied dans une première part des travaux de Marie-Émile Boimard, c'est la critique textuelle. Critique textuelle, critique interne. Donc, on va s'arrêter d'abord. Comment procède-t-il pour la critique textuelle? Il cite, peut-être certains ne l'ont pas vu, mais dans ses premiers articles, il cite Vaganet, qui a été professeur à Lyon, et qui, Vaganet, déjà dit, le Vaticanus, c'est bien, mais c'est pas forcément sûr. Alors, qu'est-ce que fait Boimard?
C'est ici que commence, je dis, la première grande question de l'exégèse de Marie-Émile Boimard. Qu'en est-il du Codex Vaticanus? Peut-on penser, comme Westcott et Ott le croyaient naïvement, que sur sa base, on pourrait reconstituer le texte original du Nouveau Testament? C'est en 1950 que Boimard décrit son approche de la question dans un article paru dans la revue biblique qui tracera la ligne exégétique de toute sa carrière, du début à la fin. Cet article fondamental s'intitule « Critique textuelle et citations patristiques ». L'article part d'une constatation qui sera l'objet d'une recherche serrée et constituera la base de sa méthode de travail. Voilà. Eh bien, on le dit en deux mots, le père aligne dans cet article une vingtaine de citations de pères sur Jean 17,5 et puis d'autres, il y a d'autres citations. Et elles ne sont pas pareilles que le Vaticanus. Et elles sont très souvent pareilles entre elles. Plus un témoignage très fort chez Saint Jérôme. Saint Jérôme dit qu'on a mal traduit à un certain endroit, fait la citation en grec, et donc, comme dit Boimard, si Saint Jérôme s'applique à parler de mauvaise traduction et à citer le grec, et il cite le grec, et ce n'est pas le Vaticanus. Donc nous sommes amenés à penser, comme il le pensait, qu'il y aurait un archétype plus haut, et que vous voyez ce que je vous montre ici. Où c'est mon appareil pour... je cherche à vous, c'est là. Vous voyez? Les exégètes font ça. Voilà. Mais on va se rendre compte que ça n'est pas égal à ça. Ça est différent. C'est différent, mais égal à ça. Et on voit qu'il y a une tradition patristique qui va remonter certainement à un archétype plus haut, et certainement qu'il y a au-dessus un archétype dont viendrait et le Vaticanus et la tradition patristique. Et le Vaticanus va constituer véritablement ce qu'on peut appeler un rasoir d'Occam, car il sera difficile de remonter plus haut. Et je le cite Boimard, la plupart des auteurs qui se sont occupés de critiques textuelles ont été déroutés par le caractère insolite des citations bibliques que l'on trouve dans les pères. Celles-ci, en effet, s'écartent assez souvent du texte des manuscrits, et l'on en conclut que les pères citaient de mémoire. Je pourrais vous raconter 1000 histoires que c'est pas vrai. D'où une défense à l'égard de leur témoignage, une défiance. Il est étonnant de constater combien peu de pères citent exactement le texte des manuscrits. Ici encore, on peut donc affirmer que l'ensemble des pères citent Jean 17,5 d'après un texte presque entièrement inconnu des manuscrits grecs, latins et syriaques. Et que ça, c'est une citation de Boimard. Et que seul la saïdique, et voilà, il y en a un qui suit, seul la saïdique et la version éthiopienne nous ont à peu près fidèlement conservés. Boimard conclut, alors, à côté de la tradition manuscrite, il existe comme une autre tradition, celle des pères, presque entièrement différente de la première. À partir de sa conclusion, Boimard établit un véritable rasoir d'Occam, coupure, un véritable rasoir d'Occam entre le texte que nous recevons et les textes qui sont au-dessus et qui nous parviennent dans des brides, des pères, de papyri. Voilà pour un premier point. Deuxième point, aussi, qui est très à la mode aujourd'hui, les témoins de son temps, c'était la position sur les évangiles apocryphes. Il était dit, quand je faisais moi-même des études, les apocryphes, c'était des gloses de mauvais goût du Nouveau Testament. Il se trouve que Boimard va travailler sur le protévangile de Jacques, l'évangile de Thomas, les actes de Pilate, l'évangile de Pierre, surtout.
l'évangile des Hébreux, l'évangile des Égyptiens, et d'autres. Et maintenant, on a pu découvrir, en particulier, je vous renverrai à Marguerat, le mystère apocryphe, introduction à une littérature méconnue, mais aussi à Gilles d'Orival. En fait, on trouve, les apocryphes ne reflètent pas exactement le manuscrit, mais vous voyez ce qui se passe. C'est toujours pareil. Il y a un manuscrit, là, c'est les récits de la Passion, et bien, il y a un manuscrit, une tradition, qui influence les canoniques et qui influence les apocryphes. Alors après, les apocryphes ont suivi massivement, glosé, tout ce que vous voulez. Mais il y a des traditions plus hautes qui sont rentrées, et on peut aussi le prouver. Maintenant, il y a beaucoup d'articles actuellement, c'est beaucoup plus développé. Boimard écrivait alors, le but de cette étude, voilà, je vous l'ai mis en haut, n'était d'ailleurs pas de reconstituer dans le détail telle ou telle forme du texte, mais de montrer que grâce au témoignage des évangiles non canoniques, il est possible d'atteindre une forme de texte souvent plus ancienne que celle transmise par la tradition synoptique. Voilà pour la critique textuelle. On pourrait dire bien d'autres choses, mais je vous dis, j'essaye surtout de vous faire entrer là-dedans. Je passe au principe de la critique interne. Un premier point important, alors qui fait hurler, mais je développerai plus tard, c'est les caractéristiques stylistiques. Les caractéristiques stylistiques, nous allons maintenant poser une autre question qui nous conduira à un point tout aussi important de l'exégèse de Boimard. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Voilà. 20-30, 20-31. Vous connaissez le problème. Nous sommes dans l'évangile de Jean et nous allons au dernier chapitre, chapitre 21. Une question surgit. Même pour le lecteur moyennement avisé, l'évangile finit-il ici? Et qu'est-ce que ça fait ce 31? Et après, le chapitre 31, le chapitre qui va suivre, 21. Est-ce que c'est de Jean ou est-ce que c'est pas de Jean? Bien. Nous sommes, une question surgit, même pour le lecteur moyennement avisé, ce chapitre 21 de Saint Jean est-il bien du même auteur que celui du chapitre 20? Ça, c'est la critique interne qui va le trancher. Boimard montre que bien avant lui, on a essayé, Lagrange pensait que tout était de Jean. Et d'autres, mais c'est pas parce que Lagrange l'a pensé que c'est forcément juste. Mais il pensait que tout était de Jean. D'autres ont pensé que tout était de Jean et d'autres ont pensé que non. Mais l'argumentation était souvent de trouver un lien logique entre 20 et 21. Et Boimard dit chaque écrivain possède son propre style, utilise certains mots plus volontiers que d'autres. Il devrait donc, alors je vous ai mis ça, pour que vous voyez bien, il devrait donc être possible. La pensée aussi du père Boimard n'est pas une pensée dogmatique. C'est toujours une pensée excessivement nuancée. Il ne dirait pas, il doit donc être possible. Il est donc possible. Il devrait donc être possible. C'est une possibilité de recherche. Il devait donc être possible d'utiliser les particularités de vocabulaire et de style pour distinguer les divers mains qui sont intervenus dans la rédaction d'un écrit. En fait, l'argument des critères stylistiques doit être manié, dit-il, avec beaucoup de précaution. Alors, il montre que ses prédécesseurs ont procédé en cherchant des arguments logiques, à savoir une comparaison d'idées, de logique, entre les idées du chapitre 21 et celles du chapitre 20. Il propose alors une autre voie. Il nous a semblé cependant qu'une étude littéraire du dernier chapitre de l'évangile de Saint Jean pourrait éclairer quelque peu le problème de son origine. L'auteur va procéder dans un premier temps à la comparaison du vocabulaire, du style, de la pensée, entre l'un et l'autre chapitre, et Boimard sélectionnera 28 mots, inusités dans le reste de l'évangile. Il constate qu'en l'espace de 10 versets seulement, 3 à 12,
se présentent 6 expressions tout à fait différentes, tout à fait même contraires à la nature de l'évangile de Jean. La conclusion ouvre le chemin de développement postérieurs qui dureront toute la carrière de Boimard. Le chapitre 21 de l'évangile de Jean n'a pas été écrit par Jean lui-même, mais par un rédacteur anonyme, certainement disciple de Jean, qui s'est inspiré des propres idées du style joannique, mais il va aller plus loin, il faut le lire jusqu'au bout. L'identité de cet auteur demeure mystérieuse, et là, il aborde dès le début ce qui se développera beaucoup plus à la fin de son œuvre. Il dit, malgré certains rapprochements curieux entre son style et celui de Luc. Avec la grande idée de Père Boimard, c'était que Luc avait tout clôturé. Maintenant, on a vu les caractéristiques stylistiques, on rentre dans un autre aspect, toujours de la critique littéraire, c'est, voilà comment ça marche, les doublés littéraires, parce que on va dire tous ces documents qu'on sort, il y en a 1, 2, 3, 4, comment les sort-il? Il les sort à partir d'une analyse. Et cette analyse est fondée sur 2 principes que vous allez trouver toute l'exégèse de Boimard. C'est ce qu'on appelle la cheville rédactionnelle et ce qu'on appelle, voilà en allemand, Wiederaufnahme, et le doublé. Alors, c'est comme ça qu'il va procéder au découpement, à l'éclatement, je dis, du corpus. C'est-à-dire que le corpus va éclater à partir des analyses, par les doublés et les chevilles rédactionnelles. Les chevilles rédactionnelles, bon, vous l'avez vu en allemand, lorsqu'un auteur insère un passage plus ou moins long dans un texte antérieur, il est souvent obligé de reprendre, après l'insertion que l'on vient d'effectuer, des expressions du texte primitif qui se lisent avant le passage. Eh bien, la cheville rédactionnelle, et il était, et il était. Et le doublé, c'est une chose qui est dite 2 fois. Quant au doublé, répétition d'un ou plusieurs mots, il en distingue 2 catégories, ce qui va rendre très difficile la synopse, je le reconnais, des doublés de fusion, donc il y a un doublé, mais l'auteur a fusionné, ou il y a un doublé et l'auteur a mis 2 textes parallèles. Donc, doublé et cheville rédactionnelle. Enfin, je suis obligé, vous voyez, d'aller vite, donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Pensez à l'éclatement du corpus. Ici, ce morceau, et il était dans le ZR 40 tours tenté par Satan, qui arrive de Luc, comme pour chez Luc, eh bien ce morceau, il saute. Et ici, je peux reconstituer un texte, et aussitôt l'esprit le pousse au désert, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. La grande question sera la reconstitution du corpus. Maintenant, on va l'éclater par toutes les divisions, des chevilles rédactionnelles et des doublés. Pour ma part, j'avais fait mon travail avec lui sur les doublés dans les actes. Et troisièmement, je veux sur la critique interne, parler d'un point où Boimard a été quand même là un génie, et les personnes même qui n'aiment pas Boimard m'ont toujours dit là-dedans, il est génial, c'est la Formgeschichte, l'histoire des formes, le Saint-Jean de Boimard. Même si l'on ne retenait pas les couches documentaires, qu'on dise tout ça, c'est de la théorie, on serait obligé de tenir pour vrai les sources vétérotestamentaires qui jalonnent tout l'évangile de Jean. Le thème de Jésus nouveau Moïse est un thème fondamental de l'évangile de Jean, où dans les actes, je prends que 2 exemples, vous prenez l'exemple de Élie, la geste d'Élie et Élisée, et vous prenez l'ascension et la Pentecôte. Et si vous poussez l'analyse, vous allez voir que le vocabulaire est le même. Donc il y a une influence des formes littéraires. Voilà. Maintenant, je passe à une deuxième grande partie, je suis obligé d'aller vite, je vous ai dit, c'est les grandes étapes de l'œuvre. J'en suis à combien? Ça va. Les grandes étapes de l'œuvre. Eh bien, l'œuvre commence par la synopse, avec le Père Benoît.
La synopse, il y a deux parties. Il y a une première partie où il a fait la synopse, compose la synopse, avec Père Benoît. Et puis, dessous, il y a des citations patristiques. Alors, la synopse, il y a aussi, il a édité, si vous voulez, les dates. La synopse est de 1965. Le commentaire avec le père Lamouille est de 72. Et la version grecque est de 86. Bon. Alors, le grand morceau, ça va être d'affronter, je vais essayer ce soir, d'affronter la synopse. La synopse qui est composée, Lamouille trouvait les références, Boimard concevait les systèmes et les modèles. C'est ce dont je veux vous parler ce soir. Je ne vais pas vous perdre, mais je vais vous montrer comment fonctionne un paradigme, un modèle scientifique, quel qu'il soit. Alors, et ça nous conduira au modèle exégétique, c'est-à-dire à ces modèles si compliqués, qu'on dit compliqués de Boimard. Le modèle, qu'est-ce que c'est? Sur toute science, quelque science que ce soit, le modèle englobe dans une même réalité virtuelle et cohérente un ensemble et un seul d'objets, de principes, de lois et de règles. Dans le domaine scientifique, bien sûr, le maître de cette affaire-là, c'est Thomas Kuhn, et qui applique aux sciences exactes, comme il donne plusieurs exemples, comme les modèles de Ptolémée, les modèles de Copernic, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir que ce qui est valable pour une science, je vais vous faire donner une citation, vous voyez ce que c'est un modèle et ce qu'il faut voir à côté. Vous avez ici des lois et des principes qui régissent une unité, grand A. Cette unité grand B aussi est régie par des lois et des principes. L'unité grand C, pareillement. Entre eux, il y a des interrelations. Mais voilà que ici, il y en a un qui n'est pas expliqué. Il est extérieur au modèle. C'est ce qui va provoquer la recherche scientifique. Thomas Kuhn le montre, c'est ce qu'on appelle la révolution scientifique. Alors, on va se crisper pour essayer de le rentrer. Si on ne le rentre pas, eh bien, il faut un autre modèle. Voilà. Donc, les deux ouvrages clés de Thomas Kuhn sont La Révolution copernicienne en 57 et Les structures des révolutions scientifiques en 62. Vous avez le deuxième, pas le premier. Voilà. Alors, je vais citer un épistémologue actuel qui est Franck Varenne, qui est à Rouen et qui est au CNRS pour la section philosophie et sciences et des techniques. Il a écrit Théorie, réalité et modèle. J'aime beaucoup ça parce que vous voyez, théorie, réalité et modèle. Il y a le problème du réel. Et les simulations dans les systèmes de technique. Alors, il écrit le monde actuel des modèles et des simulations dans les sciences et techniques présente une si grande diversité qu'il devient extrêmement difficile de les concevoir dans un cadre épistémologique unique. C'est bien dans la variété des pratiques, comme la variété des méthodologies et des épistémologies, qui semble la règle. C'est donc, sans doute, un défi quasi impossible à relever que de chercher à élaborer une seule et unique épistémologie des modèles. Donc, ceci, c'est pour vous dire que s'il y a des modèles en sociologie, des modèles en histoire des religions, des modèles en histoire de l'histoire des philosophies et des techniques, comme par exemple l'astronomie ou les sciences de l'atome, eh bien, il existe des modèles pour toutes les sciences. Et ici, nous allons avoir un modèle. Quand vous ouvrez le deuxième tome de la synopse, vous avez un grand tableau avec que je vais vous montrer, des documents, etc. C'est le modèle de Boimard.
C'est un modèle qui va censé être explicatif de la totalité. Bien, à quel moment un nouveau modèle surgit-il? Je vous l'ai dit. Kuhn le dit, à un moment de l'histoire d'une science, le paradigme ou modèle de la science normale rencontre des difficultés. Je vais vous les montrer, les difficultés avec les accords mineurs de Mathieu et Luc, et il y a des difficultés qui ne peuvent pas être interprétées par le modèle. D'où la nécessité de concevoir un autre modèle. Des énigmes apparaissent, il s'ensuit une crise, dit Kuhn, qui dure un certain temps et peut provoquer un malaise et des dissensions dans une partie de la communauté scientifique. Une ou plusieurs nouvelles théories permettent de résoudre les énigmes se proposent. Le nouveau paradigme se forme et l'on abandonne le précédent. Alors, je vous montre les deux paradigmes. Voilà. Tiens. Voilà. Ici, vous avez le modèle des deux évangiles. C'était la théorie de Griesbach. Modèle généalogique. Donc, c'est assez simple. Hein, vous voyez Matthieu, Luc, Marc. Tout ça, ça marche ensemble. Et grande particularité par rapport au modèle de Boimard, on travaille sur les évangiles tels qu'ils sont, pas tels qu'ils vont devenir, pas tels qu'ils sont en devenir, tels qu'ils sont. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et je les mets à côté. Luc retranscrit certains logias de Matthieu, où il les réécrit totalement. On ne sait pas pourquoi. Déconstruction par Luc des grands discours de Matthieu. Marc renonce, ça c'est la plus embêtante des choses, Marc renonce à une part importante de Matthieu et de Luc. On a dit quand même qu'on ne voit pas comment à cette époque on pouvait trancher comme ça au ciseau un grand morceau. Donc il y en a un autre qui est venu après. Et l'autre, c'est le modèle des deux sources. Donc dans les deux sources, Matthieu et Luc prennent à Marc. Matthieu et Luc prennent à Marc, Matthieu et Luc prennent à la source, plus des sources particulières. Et tout ça constitue un modèle cohérent que Nering va défendre par tous les moyens. Il y a des tonnes de livres pour expliquer que ça marche. Mais ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours parce que il y a les fameux accords mineurs de Matthieu et de Luc contre Marc. Il y a des livres entiers pour essayer de les réduire. Et ça, Kuhn, dans la théorie de la science, l'explique comment à un certain moment, les sciences dans tous les domaines se crispent pour essayer de légitimer un modèle, pour différentes raisons. Alors, je mets là-dedans tous les éléments, objets, alternes, interrelations appartiennent au modèle M, mais X est extérieur, à savoir cette question des accords mineurs. On ne voit pas pourquoi, il y en a plein. Pourquoi Matthieu et Luc vont être d'accord contre Marc, puisque Matthieu et Luc ne se connaissent pas. Bon. Donc il va proposer... Ah, ça vous fait peur. Eh bien, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Il vous faut repartir, vous voyez, à ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on a montré ça. Vous voyez comment on a éclaté le corpus, là. Si j'ai sorti un morceau. J'ai pris ça, cheville rédactionnelle, doublé, je sors le morceau, j'obtiens ça. Mais ça, où ça va? Il faut bien que ça aille quelque part. Donc c'est là qu'on va constituer le modèle exégétique. Alors, Boimard, et sous des influences, pour cela, il était bien comme le père Lagrange. Il est un exégète qui connaît très bien l'allemand et qui connaît très bien, dans la synopse, il ne cite pas les auteurs allemands. Il ne les cite pas, je me demande pourquoi.
Mais dans l'évangile de Jean, il les cite massivement. Et donc, les Dibellius, les Bultmann, etc. Boimard introduit alors sa théorie à niveau multiple. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est à niveau multiple? À niveau multiple, c'est que, avant d'arriver, il conçoit des documents primitifs, une couche de documents primitifs. C'est un Q, et Q, c'est déjà commun, comme vous le voyez, à la théorie des deux sources. Bien. Mais là, il y a un A et il y a un B, qui est un document palestinien et une reprise du document palestinien. Le problème que posera tout exégète, c'est de dire, mais comment il arrive à ça? Comment il arrive à ça? Et alors, je vais vous le dire très simplement. Ensuite, il y aura 3 évangiles intermédiaires, un Matthieu intermédiaire, un Marc intermédiaire, un Proto-Luc, et l'ultime rédacteur. Je veux tout de suite dire ici qu'il va se différencier fondamentalement d'un exégète comme Roland, qui était quand même très traditionnaliste. Roland est à niveau multiple. Mais Roland est imbu du mythe des origines, au départ un évangile, et tout va en se diversifiant. Boimard, l'unité est en bas, le chaos est en haut, l'unité est en bas, et l'unité en bas, plus vous lisez, avec des hésitations, c'est la main de Luc. Voilà. J'ai entendu une conférence dans la salle, la grande salle là à côté, où c'était le jour de la Saint-Luc, et il disait, c'est le plus grand écrivain du Nouveau Testament, car c'est lui qui a tout fini. Bien, alors, je vous montre, vous voyez donc, les interrelations, voilà. Comment on les explique? Quand on lit, il faut lire, bien sûr, dans la synopse, les relations, comment il explique les péricopes. Comment il explique les péricopes? Il va d'abord provoquer l'éclatement, comme je vous ai dit, l'éclatement du corpus. Ensuite, il faut le ramener à l'unité. Il est quand même faible, parce que certains, je ne sais pas s'il est là, le père, non, certains trouvent que c'est trop simple. mais il ramène à l'unité comment? Eh bien, par les caractéristiques stylistiques. Il va dire ce vocabulaire-là, et ce vocabulaire-là, et ces tournures-là, et ces tournures-là sont de la même famille. Donc, je vais les regrouper dans un ensemble grand A. Et les autres dans un ensemble grand B. La particularité du niveau multiple, c'est que ici, l'évangile n'est pas fini, que ce soit les deux sources, ou que ce soit les 3 évangiles, les 2 évangiles, pardon, il travaille sur un évangile fini, sur le texte que nous avons. Ici, c'est un Matthieu intermédiaire, et ici, un ultime rédacteur, qui finit. Il y a des interrelations. On lui a dit c'est compliqué. Je vous citerai la citation de Brown. Bien sûr qu'on dit que c'est compliqué, mais il a vite fait de répondre. C'est compliqué, mais personne ne vous a dit que c'était facile, que la composition des évangiles était facile. Bon, je voudrais encore, maintenant, deuxième grande partie de l'œuvre. Vous voyez que je suis obligé d'aller un peu vite. Oui, il faut quand même, pour les 2 sources, vous avez compris. La deuxième grande partie, peut-être la plus belle partie de l'œuvre, c'est Saint Jean. C'est une œuvre superbe, superbe, superbe. Vous voyez, donc il distingue. Il faudrait, si on avait le temps, montrer les relations de ce document C avec le document C de la synopse. Mais vous voyez, il compte un document C, un deuxième Jean. Il les appelait très simplement ça. Certains riaient, mais enfin, Jean de A et Jean de B. Jean de B compose à Éphèse un rédacteur final, qui introduit aussi des logia joanniques. Et là, le document A, qui vient de la tradition synoptique. Ce modèle dans l'évangile de Jean, ceci, il l'a recomposé au début. Quand on ouvre l'évangile de Jean, on a le document C intégralement. Et quand on regarde le document C, il est très historique.
Et j'ai trouvé que Boimard liait des thèses très extrêmes, comme par exemple un vieil exégète qui est mort ici, qui était Buzy, qui disait c'est l'évangile le plus historique. Et puis d'autres ont dit, comme Boutman, mais c'est de la théologie du début jusqu'à la fin. C'est les deux. C'est les deux. C'est de l'historique très sûr, sur lequel se greffe du théologique et se construit du théologique. Et c'est ça le génie de l'affaire. Donc là, il vous montre ce document C, à partir duquel va se construire progressivement la pensée l'évangélique. Un genre de, peu importe, est-ce le même, pas le même, sont finalement des questions secondaires. Et à la fin, nous avons un rédacteur final qui conclut tout. La troisième partie, le père directeur vous l'a signalé, c'est la grande œuvre de Boimard, c'est les actes. L'étude des actes présente cependant une particularité qui ouvre un nouveau domaine de recherche à Marie-Louise Boimard. Ça ne marche pas exactement pareil. Ici, Boimard commence par une pure question de critique textuelle. Connue dans l'histoire de l'exégèse du Nouveau Testament, c'est une question connue. Qu'en est-il du texte des Actes des Apôtres donné par la tradition occidentale? Ça traîne depuis toujours. On connaît ce problème. Quel est son rapport avec le texte alexandrin, qui est le texte officiel donné par Nestlé Aland, avec les variantes? Boimard entreprend de restituer. Alors, il va pratiquer, je vous ai mis une image, acte 13, 4 à 7, il reconstitue, il prend le texte alexandrin ici, et vous avez le texte occidental restitué. Il va le restituer à partir d'une foule de témoins, dont les principaux sont, il faut quand même les connaître, D, à savoir le Codex de Bèze, le palimpseste de Fleury, qui est petit h, et qui est un texte latin, G67, qui est le Codex Glasier, mais qui est marqué aussi dans Nestlé Aland, mais, si vous voulez, manuscrit égyptien. Mais vous avez des versions coptes, vous avez des versions syriaques, vous avez des versions éthiopiennes, et bien sûr les citations patristiques. Je voudrais dire au sujet des citations éthiopiennes, sur laquelle on a plaisanté. On a dit, mais écoutez, vous savez, il a amené des textes du XVIe siècle, qu'est-ce que vous voulez que l'on en fasse pour la... En définitive, l'idée est fort juste, car il l'a abandonné à la fin de sa vie sous la pression de la critique. Mais l'idée est juste que des petites traditions, comme l'Éthiopie, aient pu conserver des textes qui ont échappé aux grandes recensions et qui ont conservé les variantes. En particulier, j'ai vu sur le Codex Glasier une variante, c'était Tardieu qui l'avait vu, quand il était au Collège de France, qui avait vu cette variante en acte 1.6. Vous avez, quand rétabliras-tu le royaume, et toi, vous avez que ça. Mais vous avez dans le texte, vous avez dans 6 prédications de saint Augustin, 2 questions. Quand le royaume sera-t-il restitué? Et toi, quand seras-tu restitué, restauré? Et on disait, mais vous voyez, saint Augustin cite de mémoire. Or, le codex de Bèze, non, parce qu'il a déjà été harmonisé. Mais le codex Glasier, copte, porte la variante. Donc, Augustin, la vieille latine et le codex Glasier portent tous les deux la variante. Donc, il faut remonter plus haut, à un archétype plus haut. Pour vous dire que l'idée de prendre un manuscrit éthiopien du XVIe siècle n'est pas une folie. Si je dis que ces manuscrits, je peux prouver qu'ils ont échappé aux grandes recensions, où on a aplani. Alors, ici, c'est la photo 15, je vous montre simplement, vous voyez comment ça fonctionne. Il a corrigé à partir de il a reconstitué le texte à partir de tous ces témoins. Vous voyez ici, Otoy, Oy. Hein. Alors, ce que je veux simplement vous montrer, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, réfléchissez à une chose. La question qui est derrière tout ça, c'est quel est le texte premier? L'alexandrin ou
l'occidental. Lagrange pensait, et d'autres, que l'occidental était un glossateur. Boimard et d'autres pensaient qu'il venait avant et que le deuxième, l'alexandrin, avait limé le texte, l'avait nettoyé. Bon, j'avais fait mon mémoire à l'époque de maîtrise là-dessus, sur les doublés dans les actes. Mais voyez qu'il y a une chose importante sur le plan mathématique des variantes. Selon que je prends un sens ou que je prenne l'autre sens. Si je dis que le texte alexandrin est premier, alors il me faut expliquer que le oi est venu après et que le oi occidental a changé le haut oi. Si je dis que le texte occidental est premier, alors il me faut dire que le premier était le oi et que le oi est devenu haut oi. Ça peut vous paraître un détail, mais vous verrez que c'est très important quand on va parler des variantes négatives. Par exemple, le père Lagrange explique très bien les gloses, ce qu'il appelle des gloses, des grandes phrases qu'on trouve dans le codex de Bèze qui sont plus longues. Mais comment expliquer les manques? Pourquoi aurait-il enlevé? Et vous voyez que le sens est différent. Si je pars du texte alexandrin comme premier et que j'aille vers le texte occidental, comme le voudrait Lagrange, il faut que j'explique qu'on a enlevé. C'est très difficile d'enlever dans la Bible. Si je vais dans l'autre sens, il faut que je dise qu'on a ajouté. Donc, vous voyez que toute l'exégèse va changer du plus et entre le plus et le moins. Je laisse une petite... Ah oui, non, l'évolution de l'œuvre. Alors, je vous montre comment ça marche. Les deux volumes des actes. Il y a ce premier volume où vous avez le texte, et puis vous avez un volume où vous avez toutes les variantes discutées les unes après les autres. Vous voyez ici, il vous met le texte occidental. Alors vous voyez, oi a remplacé bar, toi. Et où D, codex de Bèze, le pseudo-Chrysostome. Ici, dans Auteuil, vous avez d'autres choses. Ici, je l'ai marqué, ce manuscrit, c'est eux. C'est le Laodianus. La Koiné, c'est la fameuse version de la Byzantine. G, c'est le codex Gigas. C'est un codex latin. Lucifer de Caligei, c'est un texte latin. Ici, il dit Ton Agon. Dans P, texte latin. Il mettait encore Mar, manuscrit égyptien, codex de Bèze. La saïdique. Ici, c'est en plus. Il y a plus Ten. Le Laodianus. Et dans la Koiné. Et etc. Ça, ce sont les variantes cursives de von Soden que vous trouvez ici. Vous voyez? Ici, Koiné, Agu, voilà. Et vous avez les auteurs. Et toutes les variantes vont être discutées. Voilà. Ayant créé la théorie, le modèle, pas le modèle, ayant défini par la critique textuelle que le texte alexandrin était second, que le texte occidental était premier, et que le codex D ne représente pas toute la tradition occidentale. J'avais fait aussi un mémoire là-dessus. Il a été harmonisé, mais enfin, disons, c'est la tradition occidentale. Boimard construit alors un modèle, comme il a construit un modèle pour Saint-Jean, comme il a construit un modèle pour la synopse. Ici, vous avez un document J, c'est le document johannite, des Johannites d'Éphèse. C'est une vieille théorie, moi, que j'avais adoptée pour ma thèse, qu'il y aurait des documents du Baptiste qui auraient été christianisés. Le document P, c'est le document Pierre et le journal de voyage. Donc, un premier acte 1, mais là, il y a quelque chose de tout à fait différent par rapport au reste. C'est que ici,
Nous ne sommes plus devant un document virtuel, mais nous sommes devant un document qu'il a restitué au préalable, puisqu'il a restitué dans l'édition le texte occidental. Donc, acte 2 constitue le texte occidental, acte 3, c'est le texte occidental limé, en quelque sorte. Le cardinal Martini, qui a étudié, dit qu'il n'y a pas de, moi je crois cela, hein, il n'y a pas de différence dogmatique entre les deux, mais qu'il y a un limage stylistique. On a empêché des répétitions. Moi, j'ai travaillé sur les doublés, des choses qui étaient répétées 3 fois, on les a simplifiées. Et on ne voit pas pourquoi ça serait venu après, pourquoi on se serait amusé à répéter 3 fois. On va plutôt du complexe au simple. Alors. Ah, vous voyez, j'étais déjà précis. Je vais bientôt conclure. Alors, je voudrais dire, je vous montre simplement ceci auquel j'ai jamais trop travaillé cela. C'est un bouquin tardif. Hein, quand est-ce qu'il écrit ça en 99. Hein. Donc, à partir toujours des doublés qu'il trouve dans Colossiens, il établit une épître aux Laodicéens. Je sais que Père Garuti était assez mordu pour cette affaire. Il m'avait dit, parce que j'avais dit ça, il m'a dit non, c'est important, voilà. Mais je ne m'y étendrai pas parce que, enfin c'est pareil, le système, il voit des doublés et il sort un texte. Voilà, j'en ai fini et je voudrais terminer par 3 questions à Boimard. Par 3 questions. D'abord, je vais citer la critique du grand exégète Brown, Raymond Brown, qui donne une courte présentation du modèle de Boimard qu'il analyse au niveau de la synopse. Et relevons la conclusion de l'exégète américain. Il dit « Ce type de théorie postule pratiquement une nouvelle source pour résoudre chaque difficulté. On ne peut prouver qu'elle est tort ou raison. Mais la plupart la trouvent trop complexe pour aider à l'étude courante des évangiles. En fait, c'est très empirique ce que dit Brown. Hein, c'est très empirique. En fait, la majorité des spécialistes, dans un effort pour expliquer les différences et les similitudes des synoptiques, plutôt que de poser en principe des protévangiles disparus et des apocryphes primitifs, cherchent du côté de la relation entre les évangiles existants. Voilà. C'est-à-dire vers des solutions de dépendance mutuelle que nous allons montrer, dit Brown. Je dis, ce texte est significatif, je l'ai analysé à un autre endroit, ce texte, mais je trouve que c'est une pensée très positiviste. Mais enfin, ce texte est significatif d'une forme de critique qui demanderait une réponse longue, ce n'est pas le lieu. On peut cependant contester un des arguments déjà, renouvelé vis-à-vis de Boimard, quand il écrit, et on l'a dit et redit, on ne peut prouver qu'il ait tort ou raison. Le contraire est prouvé. Il est prouvé si vous lisez toute l'œuvre. Le contraire est prouvé par le travail acharné de Marie-Émile Boimard, qui remettra en question ses propres analyses de variantes jusqu'à la fin de sa vie. L'évangile de Marc, sa préhistoire en 94, Enquête du Proto-Luc en 97, et le texte occidental des Actes des Apôtres, édition nouvelle en 2000. Il va tout reprendre. C'est l'édition que reprendra Patrick Faure, pratiquement. Eh bien, le père, là, va rediscuter. Et si c'était pas falsifiable, il dirait pas, je me suis trompé. Il dit non, là, on peut dire autrement. On pouvait analyser comme ça, mais on peut aussi analyser comme ça. Et c'est vrai que c'est une pensée qui m'est sympathique, c'est un peu aussi la pensée d'Origène, ça. On peut dire comme ça, mais aussi on peut dire comme ça. Et sa pensée est toujours très souple. Il n'est pas interdit de penser que.
Étant cela, je pense que c'est un vrai savant. Que c'est par rapport à dire c'est ainsi ou c'est ainsi. Voilà. Deuxième point que j'ai dû prendre, la préférence donnée à des évangiles existants, comme il dit Brown, est peut-être plus facile, mais pas forcément plus vrai. Comme je l'ai dit au début de cet exposé, qu'appelle-t-on des évangiles existants? J'estime qu'il s'agit d'une réalité toujours construite à partir d'un ensemble de variantes choisies, ordonnées par une théorie scientifique, ce qui permet par le fait même d'autres constructions qui restent toujours possibles. C'était ma première remarque. Ma deuxième question et remarque à Boimard, c'est l'intérêt de la question. Quelqu'un m'a dit une fois, je ne sais pas s'il est là, m'a dit, mais enfin, pourquoi vous vous intéressez à ça? Bon. Alors, je réponds, le travail de Marie-Émile Boimard tente de montrer la genèse des Écritures. Genèse des Écritures qui est le miroir de l'histoire de l'Église, puisque l'Église a construit et choisi son corpus. En disant cela, je tiens à m'inscrire contre toute position libérale qui tendrait à montrer ou à croire que le document le plus ancien est le plus vrai. Boimard met à jour un développement, un dévoilement de la vérité à travers les documents mis à jour par son exégèse. Ce qui est très net dans son ouvrage pourtant décrié, où l'auteur touche au développement de la dogmatique à l'aube du christianisme avant la naissance des dogmes en 1998. Son chapitre sur la divinité du Christ s'emboîte fort bien dans un développement du dogme en général. La notion de développement y est très nette, un développement compris comme un dévoilement progressif au sein de l'écriture, une prise de conscience ecclésiale se jouant au niveau de la croyance et non comme une évolution créatrice, comme un dévoilement et pas une évolution créatrice à la Loisy ou à la Bultmann. Troisième et dernière question, comment dépasser Boimard? Comment dépasser Boimard? La grande question reste ici, à mes yeux, les caractéristiques stylistiques qui sont tant décriées, qui permettent, voilà, et on aura fini. La grande question, c'est les caractéristiques stylistiques qui permettent de regrouper le corpus en documents divers. 7 documents pour la synopse, 4 pour Saint-Jean, 5 pour les actes. Les études de Boimard sont pauvres sur ce plan-là. Le père m'a dit qu'il avait mis 10 ans sur les actes. Moi, je parlais souvent de ces questions avec lui. Avec Lamouille, on faisait quoi? Des statistiques. Il y en a 19, il y en a 20, il y en a 10, il y en a 15, mais c'était pas de la grande statistique. On n'en était pas à des études de stylométrie comme on est arrivé aujourd'hui. Et je pense que c'est là qu'il faut dépasser Boimard en allant plus avant. Les études de Boimard restent basées sur des statistiques très simples, de proportion. Telle forme est présente tant de fois chez Luc, tant de fois dans les actes. Il en tire des pourcentages. Mais la statistique, c'est pas que des pourcentages. Je pense qu'il faut aller vers la stylométrie et l'utilisation de l'informatique aux études de style. Et je fais une citation. Depuis une vingtaine d'années, je vous l'ai marqué, beaucoup d'études de style basées sur les méthodes stylistiques ont été menées avec succès. Les procédés statistiques appliqués au traitement des textes en langue naturelle, y compris en langue ancienne, contribuent à l'une des applications majeures des études stylométriques. La recherche de la paternité des œuvres, dont l'attribution est douteuse, des textes anonymes ou des textes écrits sont un pseudonyme. J'espère que, vous voyez, si j'avais le temps, je m'occuperais plus de cela. Je donne une autre citation. C'est de ce même spécialiste de la stylométrie. Ainsi, les méthodes stylométriques permettent de démanteler, tout à l'heure je vous ai parlé d'éclatement du corpus, de démanteler les textes
mettant en évidence leur structure non apparente. Boimard, on en restait à l'apparence. Il avait avec Père Lamouille des petits moyens. On voyait qu'il y en avait 10, on voyait qu'il y en avait 15. Mais la stylométrie aujourd'hui nous permettra de voir ce qui n'est pas apparent à l'œil, d'aller plus loin. Des structures aux apparences non apparentes à l'œil nu, qui ne sont pas, sans rappeler, dans leur mécanisme, les fonctionnements des espaces sociaux. Tout comme les membres de la société possèdent une certaine autonomie dans le cadre de cette société, les structures textuelles mesurées possèdent une autonomie dans les limites de l'objet qu'est le texte. Et dernière citation pour finir, ce sont donc les relations les moins évidentes qui permettent l'identification la plus précise. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je voulais aussi dire une idée comme ça, mais je ne le développerai pas, je le proposerai. Est-ce qu'on peut penser, je le pense moi-même, qu'avec ses moyens, avec l'école biblique, le père Boimard, c'est pas si loin que Lamouille, que le père Lagrange, est dans la lignée des travaux à son époque du père Lagrange. J'essayerai de trouver comment on pourrait établir une parenté. Il y a beaucoup de parenté. Il y a quand même il y a d'abord l'exégèse allemande qui est derrière. Quand même, c'est pas rien. Il y a tout de même qui est chez Lagrange. Et puis aussi, comme je disais à quelqu'un à table, Boimard n'est pas loisir. On va en discuter. Merci Augustin.